Camille Vigogne-Lequat, bonjour. Bonjour à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes grand reporter à l'Obs et vous signez aux éditions des Arènes Les Rapaces, une enquête au cœur du système installé par le maire Rassemblement National de Fréjus, David Rachlin. Au terme de 2 ans d'enquête, vous y dépeignez un affairisme généralisé dans cette ville que ce proche de Marine Le Pen a épousé dès son élection à la mairie en 2014 en promettant pourtant une gestion au cordeau des finances publiques. Camille Vigogne-Lequat, qu'est-ce qui vous a mis d'abord sur la piste de ces arrangements, notamment avec un baron local? Alors, j'ai commencé à suivre la piste David Rachlin il y a un petit peu moins de 2 ans. À l'époque, j'étais chargée de suivre le Rassemblement National et plus largement l'extrême droite au sein de la rédaction du service politique de l'Express. Donc, c'était mon travail de suivre ce parti politique et donc aussi la gestion de ces collectivités. Il se trouve qu'on m'a alerté sur un mode de vie dispendieux, des habitudes particulières du maire de Fréjus. À l'époque, je ne savais pas forcément l'ampleur du phénomène que j'allais trouver. J'avais même aucune idée de la profondeur de ce système mis en place, parce qu'on parle vraiment de quelque chose de systémique, notamment dans ces relations, vous l'avez dit, avec un patron, un géant du BTP local. Qu'il a rencontré très vite après son élection. Très évident. Parce que ce que j'ai découvert, c'est que il existait dans le Var, dans l'Est Var particulièrement à Fréjus, mais pas seulement, une tradition d'affairisme, de corruption. D'ailleurs, beaucoup de carrières de grands élus se finissent devant les tribunaux, et que David Rachlin, qui avait fait toute sa campagne en 2014 sur la fin du système UMPS, sur les mains propres, la fin du système des copains, etc., s'était engouffré dans ce même système au bout de quelques semaines seulement. Je raconte notamment un déjeuner avec ce grand patron local du BTP où des témoins m'ont affirmé avoir vu des enveloppes à cette occasion circuler. C'est des enveloppes qui sont très mystérieuses, sur lesquelles je m'arrête, d'autant plus que pour contribuer à épaissir ce mystère, on retrouve beaucoup d'argent liquide ensuite dans les habitudes et les consommations de David Rachlin. J'ai pu il sort souvent des billets de 500 €, comme vous l'écrivez. Voilà, et c'est pas seulement 500 € pour acheter des cigarettes, c'est aussi parfois 15 000 € pour acheter une montre qu'il fait acheter par son chauffeur. C'est plusieurs milliers d'euros pour acheter un bracelet avec des diamants pour sa compagne qu'il fait acheter par un ami. Et donc il n'est pas seulement dans quelques centaines d'euros, on parle de plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros en liquide. Et c'est pas lui qui les utilise, c'est que quand c'est des grandes sommes, il les fait acheter par d'autres. Donc il y a de quoi épaissir le mystère, les soupçons autour de la transparence et de la gestion de l'argent de David Rachlin. La carrière de David Rachlin, c'est l'histoire d'une ascension éclair que vous décrivez dans le livre, de responsable du mouvement des jeunes du Front National dès 2007 à directeur de campagne de Marine Le Pen lors de la dernière présidentielle. Quelles sont ses convictions politiques et idéologiques, lui qui, lors de son élection en 2014, et vous le rappelez, était éviter les diatribes, notamment sur les questions migratoires? Oui, il a au niveau local voulu se présenter comme simplement quelqu'un, un bon gestionnaire, qui adepte du bon sens, hein, c'est ce que font souvent par ailleurs les populistes. La vérité, c'est que David Rachlin a très vite compris que pour réussir au sein du Front, il fallait être légitimiste et très fidèle au chef. Donc il a d'abord été un absolu fanat de Jean-Marie Le Pen, l'homme qui l'a fait rentrer au parti. Il l'a énormément défendu, il l'a imité, il a collectionné ses interventions, etc. Puis il est devenu un très proche de Marine Le Pen. Quand Florian Philippot était au sommet dans le parti, c'était un très proche de Philippot. Il n'a pas hésité à le lâcher. Il a cette faculté à se placer toujours auprès de ceux qui comptent. Aujourd'hui, c'est un des meilleurs amis de Jordan Bardella. Il l'accompagne chaque année. Ils passent des vacances ensemble sur le golfe de Saint-Tropez, à Fréjus, à Saint-Raphaël, mais pas seulement. On voit qu'il a cette faculté-là, tout en restant très plastique, en fait. Aujourd'hui, il dit qu'il est mariniste. On n'en sait pas forcément plus. En revanche, quand on regarde le détail de ses amitiés, là, ça peut être une autre histoire, notamment en termes de radicalité. On va y venir justement. Vous rappelez dans le livre les origines familiales de David Rachlin, son père notamment, qui est mort lorsque son fils était adolescent. Il était juif d'origine ukrainienne et socialiste politiquement. En quoi cette histoire familiale est à mettre en rapport, selon vous, avec son parcours politique ?
Alors, je sais pas si elle est à mettre en rapport. En tout cas, elle interroge. Elle interroge beaucoup parce que effectivement, il va prendre le contre-pied exact de ce père engagé à gauche en rejoignant l'homme du point de qui compare la Shoah à un point de détail. À ma connaissance, personne n'était au Front National dans sa famille avant lui. Donc, il y a vraiment, c'est certains proches de la famille me décrivent ça comme un engagement en réaction. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est de voir à quel point il a complètement déjà rejeté cette partie-là, mais surtout épousé et été fasciné par des personnalités connues pour leur antisémitisme, pour un rapport extrêmement douteux et problématique à la question juive. Il fait partie, je le rappelle dans le livre, de ceux qui ont permis le rapprochement d'Alain Soral et son entrée au Front National aux côtés de Jean-Marie Le Pen. Et c'est aujourd'hui toujours un des meilleurs amis de Frédéric Chatillon, l'ancien patron du GUD, le groupe Union Défense, le groupuscule d'extrême droite. Il passe toujours, alors que certains ont pris leur distance avec cet homme, il passe toujours très régulièrement, plusieurs fois par an, des vacances ensemble, des week-ends. Il va le voir à Rome. Il a été invité à son mariage il y a 2 ans. On n'est pas du tout sur quelque chose d'adolescent. Là, pour le coup, on est sur des amitiés qui perdurent aujourd'hui avec des personnalités qui ont comme habitude d'ironiser sur les dauphins en référence à Tonton Dolphy pour Adolf Hitler. On est quand même sur cet environnement-là autour de David Rachlin aujourd'hui encore. En quoi ces relations, ces soirées partagées avec des membres du milieu néo-nazi, en quoi elles menacent l'entreprise de normalisation engagée par Marine Le Pen, notamment sur cette question de l'antisémitisme? En fait, ce qui est toujours intéressant, c'est de comparer les déclarations d'intention, les grands discours et la réalité des faits. Et c'est très compliqué sur ce parti. On le voit bien, évidemment, que le parti de Marine Le Pen aujourd'hui n'est pas le parti de Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans. Il a évolué, y compris sur ces questions d'antisémitisme-là. Ne pas le reconnaître, ça serait mentir. En revanche, laisser croire qu'il serait exempt de tout antisémitisme en son sein, que des personnalités n'ont pas eu des engagements, y compris plus récents, qui posent problème, voire qui sont condamnables, ça serait aussi se voiler la face. Donc moi, ce que j'ai choisi de faire, c'est de me référer aux faits et à l'enquête. Et en l'occurrence, qu'on voit chez David Rachlin, par exemple, qui est quand même, pendant longtemps, c'était la plus grosse mairie avant Perpignan du parti, c'était la vitrine du Front National, puis du Rassemblement National. Et David Rachlin laisse prospérer un climat d'antisémitisme diffus, sous couvert de plaisanterie, où son chef de cabinet, pendant la durée de ses fonctions, le salue parfois, selon plusieurs témoins, d'un Heil Hitler aux portes de son bureau, où un adjoint se permet sur des allusions sur les fours au sujet d'une rue de la Juiverie. Voilà. Et c'est des propos qui ne sont pas sanctionnés tant que la justice ne s'en mêle pas, tant qu'on n'a pas une vidéo ou une preuve. Et d'ailleurs, j'ai interrogé David Rachlin à ce sujet-là en lui disant, voilà, on a rapporté des saluts nazis dans l'enceinte de la mairie, sous couvert évidemment de plaisanterie et d'humour. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est un dérapage? Et là, je retranscris, mais vraiment avec exactitude, notre entretien que j'avais enregistré avec son accord. Il laisse passer plusieurs secondes de blanc et il me dit, vous avez des photos, vous avez des vidéos. Voilà. Ça a été sa première réaction répétée à plusieurs reprises de nos échanges. C'est vous dire à quel point le climat peut être lourd, et y compris des personnalités de confession juive qui travaillent ou ont travaillé au sein de la mairie, qui ont pu se sentir extrêmement étouffés par moments par ce climat, sous couvert évidemment toujours d'humour et de légèreté. Voilà. Merci beaucoup Camille Vigogne-Lecoy de nous avoir présenté votre enquête passionnante et édifiante sur la gestion de la mairie de Fréjus et le comportement de son maire David Rachlin. Les Rapaces est publié aux éditions Les Arènes. Très bon après-midi à vous et à très bientôt sur Radio J. Merci infiniment. Au revoir.